Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau de choix, le 7e chapitre de La boîte à merveilles d'Ahmed Sefriou. C'est un chapitre vraiment central parce qu'il nous fait vivre la grande fête de l'Achoura, mais entièrement à travers les yeux, l'imagination et tous les sens de notre jeune narrateur, Sidi Mohamed. Et pour vraiment comprendre ce qui se joue ici, la question qu'on va garder en tête, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'un enfant perçoit le mélange de chaos et d'émerveillement d'une grande fête? Parce qu'on va voir que ce n'est pas juste une description, c'est un véritable voyage sensoriel qui va pousser le garçon jusqu'aux limites de son propre monde. Tout commence bien sûr par l'attente. On est à 2 jours de l'Achoura et toute la ville de Fès commence à frémir. Et cette vibration, avant même d'être visuelle, elle est sonore. C'est le son qui annonce que la fête arrive et qu'elle arrive vite. Chez le narrateur, à Dar Shwafa, c'est un joyeux bazar. Les femmes achètent des tambourins, des bendirs et les essaient tout de suite. Le narrateur nous dit que chaque instrument a son propre langage particulier. Pendant que Zineb tape sur un petit tambourin sans valeur, Sidi Mohamed, lui, sort de sa trompette neuve un son qu'il décrit comme un gémissement nasillard. Bref, la maison est un véritable orchestre improvisé. Cette citation est juste parfaite. On voit tellement bien l'imagination de l'enfant qui s'emballe. Sa propre contribution au bruit, il la transforme en cri d'alarme ou même en sanglots d'agonisant. Dans sa tête, un simple jouet prend des proportions épiques, presque tragiques. C'est vraiment sa manière à lui de se jeter corps et âme dans l'effervescence générale. Alors, cette attente, elle est rythmée par 2 grands rituels de préparation. Et c'est ça qui est fascinant. Ces 2 rituels vont le plonger dans 2 univers qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, le sacré, et de l'autre, le profane. D'abord, l'immersion dans le sacré. On est au Messid, l'école coranique. Un camarade vient le chercher en plein jeu. Sidi Mohamed rejoint alors le groupe qui prépare les lustres pour la fête. Le travail est hyper méticuleux. Il faut couper les mèches, mélanger des poudres de couleurs dans l'eau des petits verres. C'est un travail calme, presque méditatif, qui se termine par des prières et des chants. C'est une préparation à la fois spirituelle et collective. Et là, ce tableau met vraiment le doigt sur le contraste incroyable. D'un côté, le Msid, c'est le spirituel, l'ordre, le travail collectif. Tout est tourné vers Dieu. Et de l'autre, on va le voir, la boutique du coiffeur, le monde matériel, le chaos, l'individu et les histoires de la société. Le narrateur, lui, il va passer de l'un à l'autre sans aucune transition. Ah, la boutique de Si Abderrahmane le coiffeur, c'est tout un spectacle. Le narrateur y entre avec une peur bleue. Et à l'intérieur, c'est un concentré de vie. Un client qui se fait faire une saignée, un oncle qui se plaint de son cœur, sa papote sur le mariage de Moulay Larbi, un jeune qui prépare ses noces. C'est la vie de tous les jours, avec ses corps qui souffrent, ses ragots et ses soucis bien matériels. Et au milieu de tout ce tumulte, pendant qu'il lui savonne la tête, le coiffeur se lance dans une tirade incroyable, une véritable ode à la rue. Il la décrit comme si elle était vivante, avec ses odeurs, ses chants, ses disputes. Pour lui, la rue, c'est le cœur battant de la communauté, un spectacle de tous les instants. Mais pour le petit Sidi Mohamed, cette intensité, c'est trop. C'est tout simplement insupportable. Le bruit, la chaleur, l'odeur du savon, la peur du rasoir, il est submergé. Il se sent léger, comme saigné à blanc. Il est au bord de l'évanouissement. Cette plongée dans le monde des adultes et du quotidien le laisse complètement vidé. Bon, après ces préparatifs si intenses, on arrive enfin au sommet du chapitre, au climax, le matin de l'Achoura. C'est un moment de pure magie, où le narrateur et tout ce qui l'entoure vont être complètement transformés. Et cette transformation, c'est un vrai rituel. Imaginez un peu. Il est 3 heures du matin. Sa mère le réveille pour l'habiller avec des vêtements tout neufs. Une chemise si rigide qu'elle crépite comme du papier. Un gilet rouge flamboyant. Une djellaba d'un blanc éclatant. Chaque vêtement qu'on lui met est une étape. Il passe de l'enfant endormi à un jeune homme rempli de dignité. Me voilà devenu un autre homme. Cette phrase qu'il se dit à lui-même, elle résume tout. Ce n'est pas juste un changement d'habit, c'est une métamorphose. Il a une nouvelle identité, une nouvelle assurance. Ça y est, il est prêt à vivre cette journée exceptionnelle. Et quand il arrive au Msid, la magie est partout. La façade de l'école, d'habitude si sérieuse, est devenue un décor de féerie grâce aux lampes à huile qu'ils ont préparées. À l'intérieur, Sidi Mohamed réalise qu'il n'est plus un prince unique. Il fait partie d'une congrégation de jeunes seigneurs. L'air est électrique, plein de chants, de lumière qui danse et de chaleur. C'est vraiment l'apogée de la joie collective. Mais voilà, au sommet de cette magie, la bulle d'émerveillement va éclater.
Le monde des adultes, avec ses complications et ses angoisses, va faire une entrée fracassante dans la fête de l'enfant. Après les rituels du matin et le repas de fête, une visite vient tout chambouler. C'est Lala Aïcha, l'amie de la famille, qui arrive. Et on sent tout de suite à son attitude que la fête est finie. Elle a des nouvelles graves à annoncer. Elle se penche vers la mère du narrateur et lui murmure cet avertissement. « Gardons-nous bien de faire confiance aux hommes. Ils sont... » Cette phrase, laissée en suspens, c'est comme une douche froide. Elle injecte d'un coup une dose de méfiance, de drame adulte, qui n'a rien à faire au milieu de la joie de l'Achoura. Et tout de suite, on envoie le garçon jouer sur la terrasse. Il a très bien compris qu'il ne doit pas écouter, que les femmes ont des secrets à se dire, loin de ses oreilles indiscrètes. C'est un moment super important. Ça trace une frontière nette entre le monde de l'enfance et le monde des soucis d'adultes, un monde de chuchotement. On arrive maintenant à la fin du chapitre. Et on va voir les conséquences de tout ce trop-plein. Trop d'émotions, trop de sons, trop de sensations. Comment est-ce que l'imagination d'un enfant peut encasser tout ça? Ce graphique, il illustre parfaitement sa journée. On part d'une excitation au maximum le matin, puis ça descend progressivement vers le malaise, l'angoisse, et ça se termine le soir par un épuisement total. Il est complètement saturé. Et le soir, la conclusion est terrible. Sidi Mohamed est dégoûté de sa trompette et de son tambour. Les jouets qu'il désirait plus que tout au monde sont devenus insupportables. La saturation est telle que même le plaisir s'est envolé. L'excès de fête a littéralement tué la fête. Et là, c'est le coup de grâce. Pour fuir tout ce bruit, il se tourne vers son refuge ultime, sa boîte à merveilles. Sauf que ça ne marche plus. Mes yeux, hélas, n'avaient plus la force de regarder. C'est la preuve que même son monde intérieur, si riche, a ses limites. Face à l'assaut de la réalité, il ne peut plus rien pour lui. En fait, on peut voir ce parcours émotionnel comme une sorte de catharsis. Le narrateur a vécu toutes les émotions de la fête avec une telle intensité qu'il a fini par s'en purger complètement, jusqu'à l'épuisement. La journée a tout simplement brûlé toute son énergie festive. Et on termine avec cette question qui reste en suspens, une question assez vertigineuse. Quand la réalité est trop intense, trop écrasante, est-ce que l'imagination peut toujours nous servir de refuge ? Ce chapitre semble nous souffler qu'il y a un seuil, une limite où même le plus puissant des mondes intérieurs doit parfois s'avouer vaincu.